Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur CCTV français en direct de Beijing. Pour commencer ce journal, nous allons nous intéresser à la question de l'emploi en Chine, plus particulièrement à l'emploi des jeunes diplômés de l'université. Ayant à peine fait leurs adieux à la vie universitaire, ces derniers sont confrontés à ce que certains médias appellent la saison de la recherche d'emploi, la plus difficile de l'histoire. Mais qu'en disent les jeunes diplômés eux-mêmes et les recruteurs? Pour connaître la réponse, notre journaliste Xue Jimeng s'est rendu dans un salon de recrutement à Beijing. C'est un moment crucial pour les diplômés de l'université. Les jeunes courent d'un entretien à l'autre. Ma Jue est diplômée en master de l'Institut de technologie de Harpy, en fait partie. À cause de son stage de fin d'études, elle a manqué certains salons de recrutement. Elle a l'intention de trouver un emploi lié à sa spécialité, la biologie. Le salaire est un peu inférieur à ce que j'imaginais, mais je veux mieux connaître le monde de l'entreprise. Le travail cadre avec ce que j'ai appris à l'université, ça m'intéresse beaucoup. Originaire d'un petit village de la province de Shandong, Ma Jue est une vedette dans son village d'enfance. Diplômée d'une université réputée, Ma Jue espère trouver l'emploi idéal le plus vite possible. Cela pourrait aussi soulager la pression sur sa famille. En fait, chaque année, il y a beaucoup de diplômés. Je pense que les qualifications et les compétences sont les plus importants. Ce n'est pas facile, mais je crois que nous pouvons trouver un bon emploi au final. Selon Ma Jue, il manque actuellement une plateforme pour tous les chercheurs d'emploi et les entreprises. De l'autre côté, les entreprises s'inquiètent aussi de recruter des candidats qualifiés. Il y a beaucoup de diplômés qui postulent à nos postes. Parmi eux, les chercheurs qui correspondent à nos attentes ne sont pas nombreux, notamment les personnes bien qualifiées. En comparaison avec les années précédentes, les prétentions salariales des diplômés sont à la baisse. Nous espérons qu'ils ne se dépêcheront pas de changer de poste et apprendront à progresser en partant du bas de la pyramide. Ces dernières années, les grandes métropoles ne sont plus une destination idéale pour les jeunes diplômés. Liu Jiaqi a pour la première fois participé à un salon de recrutement à Beijing. Pour elle, les grandes villes comme Beijing représentent peut-être plus d'opportunités, mais ses camarades ne sont pas tout d'accord avec elle. Dans ma province natale, il est difficile de trouver un emploi lié à ma spécialité. Donc je viens ici à Beijing, mais mes amis me conseillent de ne pas venir ici. Ils préfèrent les moyennes ou les petites villes car il y a moins de pression et de dépenses pour la vie de tous les jours. En Chine, les perspectives d'emploi offertes aux diplômés de l'enseignement supérieur sont moroses depuis plusieurs années. Cette situation suscite de grandes inquiétudes pour les jeunes diplômés. Selon un expert, il faut que les jeunes améliorent eux-mêmes leurs compétences. Le nombre de diplômés est en croissance ces dernières années. Alors que l'économie chinoise ralentit et fait face à une restructuration, les entreprises réduisent les embauches. Par ailleurs, affectés par la crise économique mondiale, un grand nombre d'étudiants chinois à l'étranger choisissent de retourner en Chine. Et la concurrence est inévitable. Mais selon les dernières statistiques, le taux d'emploi n'est pas tellement en déclin. Cette année, 7 millions de diplômés dans le pays et environ 200 000 étudiants chinois diplômés à l'étranger sont arrivés sur le marché du travail. Les perspectives du marché de l'emploi ne sont pas roses pour les jeunes diplômés. Pour assurer la stabilité sociale, la stimulation du marché de l'emploi est un grand problème pour les décideurs du pays. Xue Jimeng, CCTV. Autre preuve du mal qu'ont les jeunes diplômés dans la recherche d'emploi. Beaucoup d'entre eux ont été contraints de revoir à la baisse leurs prétentions salariales. Voici ce que nous avons constaté dans un autre salon de l'emploi à Beijing. Un jour intense pour ce salon de l'emploi. Et cette foule ne représente qu'une fraction de la masse des chercheurs d'emploi. En 2013, le nombre de diplômés chinois a presque atteint 7 millions. Jamais dans son histoire, la nation n'avait vu autant de jeunes diplômés postulant à si peu d'emplois. Je trouve que ça devient plus difficile de trouver un bon travail. Je remarque que la plupart des employeurs ne paient pas autant que ce que j'attendais. Maintenant, je pense pouvoir trouver seulement un emploi payé entre 2 000 et 2 500 yuan.
C'est difficile de trouver un emploi, sans parler d'un bon salaire. La priorité est d'obtenir un emploi. Le poste le plus ennuyeux est toujours meilleur que de ne rien avoir. Pour la majorité des diplômés chinois, la moyenne de départ pour un premier emploi n'est que légèrement supérieure à ce que les travailleurs migrants touchent. Une de mes camarades de chambre a trouvé un emploi dans une société de bourse. Elle n'est payée qu'entre 1800 et 1900 yuan par mois. Selon une récente étude conduite par le Centre du service de la gestion du stress de la jeunesse de Beijing, les diplômés de la capitale espèrent décrocher un salaire mensuel de 3700 yuan, soit 600 $. C'est environ 1000 yuan de moins que ce que prétendaient les diplômés de 2012. Mais pour certains, il existe un fossé entre les besoins de la demande et la disponibilité en main-d'œuvre qualifiée. Les diplômés universitaires passent des études de livres à la recherche d'emploi sur le terrain. Leur capacité à mettre en pratique leurs connaissances est très éloignée de nos attentes. Les former coûte aux employeurs un budget important. Alors, de nombreux diplômés réalisent qu'ils ne peuvent obtenir que des emplois peu qualifiés qui offrent un salaire bien inférieur à ce qu'ils imaginaient. La résolution de ce problème s'annonce complexe. Elle dépend d'une réforme progressive du système éducatif chinois, mais aussi des efforts visant à développer les emplois de service. Mais entre-temps, les diplômés doivent affronter la réalité quotidienne et apprendre à progresser en partant du bas de la pyramide s'ils souhaitent décrocher la clé qui leur ouvrira la porte d'un avenir radieux. Pour mieux comprendre la question, nous allons discuter avec notre collègue française Diane Vantesmet. Bonjour Diane. Bonjour Julie. Je sais qu'avant de venir travailler en Chine, vous avez travaillé en Europe, juste après d'être diplômée de l'université. Avez-vous constaté le même problème en France, c'est-à-dire même avec un diplôme universitaire, on a du mal à trouver un emploi? Tout à fait. En Europe, le diplôme est de moins en moins une garantie contre le chômage qui touche quand même plus de 5 millions de jeunes Européens. Et c'est particulièrement vrai en France, où 61% des jeunes diplômés sont au chômage dans les 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Alors pourquoi cette situation ? Cette situation est due en grande partie à la croissance très faible, voire nulle, qui touche l'Europe et qui résulte de la crise économique. Donc dans ce contexte, les entreprises sont plus réticentes à créer des emplois et voire même elles en suppriment. Donc malheureusement en fait cette situation n'est pas bonne pour les jeunes diplômés car ce sont les derniers arrivés sur le marché du travail. Et donc cette situation se ressent sur le moral des jeunes diplômés qui sont de plus en plus pessimistes. En effet, il y a 58% des jeunes diplômés estiment que leurs chances de trouver un emploi dans les 6 prochains mois sont faibles, voire nulles. Décidément, l'époque où un diplôme universitaire était comme une garantie de l'emploi révolue, les jeunes diplômés, qu'ils soient chinois ou français, doivent être plus réalistes. Que leur proposeriez-vous personnellement pour survivre dans cette période économiquement morose? Alors c'est vrai que l'on soit en Chine ou en France, les jeunes ont une tendance à choisir des filières qui ne correspondent pas vraiment aux besoins ou pas forcément aux besoins de l'économie. Donc pour le cas de la Chine, on voit que beaucoup de jeunes choisissent les matières comme la finance et le commerce par exemple. Or, la production économique chinoise se base à 50% sur l'industrie. Pour ce qui est de la France, il y a de nombreuses entreprises qui peinent à recruter. C'est le cas de l'aéronautique, des hautes technologies ou des technologies vertes qui sont liées à la transition énergétique. Donc, je ne recommande évidemment pas aux ingénieurs, aux gens qui sont littéraires de faire des études d'ingénieurs, mais il faut que les jeunes soient plus pragmatiques dans leur choix. Il faut ainsi, je pense, réhabiliter certains métiers dont l'économie a véritablement besoin. Et aussi, il faut privilégier les formations qui favorisent l'insertion professionnelle. En France, par exemple, il y a des contrats d'apprentissage qui permettent aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle qui est très valorisée
et ce, alors même qu'ils n'ont pas encore obtenu leur diplôme. Enfin, mon dernier conseil, ça serait de dire qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, comme choisir d'aller travailler à l'étranger ou même de monter sa propre entreprise. Effectivement, l'entrepreneuriat pourrait être une option intéressante vu l'offre d'emploi limitée. C'est d'ailleurs ce qu'ont choisi certains jeunes diplômés chinois, comme le montre le reportage suivant. La saison des diplômés en Chine laisse la place aux sempiternels entretiens d'embauche. Il s'agit aussi d'une compétition entre connexions familiales. Et ce qui complique la vie, c'est que le nombre de postes pour jeunes diplômés est en baisse de 15% cette année. Bienvenue dans le monde réel. Je pense que c'est une année très difficile pour trouver un bon travail, en particulier dans le milieu de la finance. Il y a trop de personnes qui étudient la finance et l'économie n'est pas aussi bonne qu'il y a quelques années. Donc la compétition est très élevée. Et l'heure paraît donc être venue pour ces jeunes diplômés de se lancer et de devenir entrepreneurs. Une étude de l'entreprise de conseil éducatif Mikoz montre que l'année dernière, il y avait presque 3 fois plus de diplômés à monter leur affaire qu'en 2008. J'ai monté ma première entreprise lorsque j'étais en 3e année à l'université. À l'origine, je faisais de l'analyse de données car je suis diplômée en mathématiques. Et peut-être, comme ils le disent, que l'entrepreneuriat est une voie sans retour. J'ai par la suite fait plusieurs choses, dont des sites internet ainsi qu'un site de basketball qui pendant un temps fut très populaire dans la capitale et qui est maintenant fermé. À cette époque, je me sentais être un combattant solidaire dans le monde. Personne ne pouvait m'aider car tous mes autres amis travaillent pour de grandes entreprises. Et Wang n'a jamais abandonné, contrairement à beaucoup d'autres. Les études montrent que 70% d'entre eux ont quitté le monde des affaires après 3 années. Wang a alors rencontré Tianfang, le fondateur de Classbox, une application mobile pour les étudiants. Et il déclare que trouver les bonnes personnes avec lesquelles travailler est crucial. Ce fut une expérience de transition douloureuse, mais tout le long, nous avons appris quelque chose. La première chose, c'est qu'il faut les bonnes personnes pour agir vite. On doit réduire à quelques mois ce que d'autres entreprises traditionnelles accomplissent en plusieurs années, sinon cela n'accrochera pas. Désormais, nous ne tentons de recruter que les meilleurs. Et à côté d'une brillante idée et d'une bonne équipe, David Lin de chez Microsoft indique que vous avez également besoin d'un bon accélérateur et d'une quantité immense de travail. La Chine est un lieu plein d'opportunités. Je pense que toute personne ayant un rêve et un dévouement complet peut réussir. Mais il faut aussi savoir que la compétition est très dure et parfois même cruelle. Donc vous devez vraiment savoir ce que vous faites. Si vous regardez cette équipe derrière moi, ils travaillent tous très dur. Parfois, ils travaillent jusqu'à 9 ou 10 heures du soir. Et le travail paye. Classbox a vu sa base d'utilisateurs dépasser les 3 millions d'utilisateurs dans l'année, juste en distribuant des prospectus de là où viennent les fondateurs, les universités. Se donner plus de compétences, être moins exigeant sur sa première embauche, monter sa propre entreprise, tout cela peut être utile dans une période difficile. Mais les circonstances économiques mondiales jouent un rôle crucial. Avec les difficultés que connaît la Chine, beaucoup commencent à spéculer sur l'écroulement de l'économie chinoise. Une dernière question à Diane. Vous-même, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de l'économie du monde et de la Chine? Alors je serais plutôt optimiste, mais à condition que l'économie mondiale parvienne à se réformer. En effet, il faut donner, je pense, plus de place à l'économie réelle, à la production par rapport aux services financiers notamment, et aussi, je crois beaucoup au potentiel de l'investissement, de l'innovation et de la recherche, des nouvelles technologies et des technologies vertes pour relancer la croissance de l'économie mondiale.
Espérons que le monde se sortira vite de la morosité économique et que les jeunes trouveront enfin leur bonheur dans la vie professionnelle. Merci Diane. Merci Julie. Poursuivons notre journal. La sécheresse dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, a touché plus de 3 millions de personnes dans la ville de Zunyi. Elle a également sérieusement affecté l'industrie du piment de la ville. Deng Peimin vend des piments dans la ville de Zunyi. Ils se rend chaque année dans la commune de Xiazi pour acheter des piments. Mais la production est particulièrement faible cette année. Auparavant, nous achetions seulement des piments frais auprès des gros producteurs. Mais cette année, nous devons en acheter aux petits cultivateurs, en raison de la faible production provoquée par la sécheresse. Les champs de piments sont très secs et les villageois font de leur mieux pour choisir des produits suffisamment bons pour être vendus. Normalement, ce n'est pas la période pour ramasser les piments. Ils le font avant que les piments ne soient complètement secs. Le prix des piments est passé à 4 yuans le kilo depuis l'année dernière. Le manque de précipitations et les températures qui restent élevées ont asséché les champs. Le gouvernement de Zunyi a investi environ 50 millions de yuans pour lutter contre la sécheresse. Mais les ressources en eau sont limitées et la question cruciale est de s'assurer que les gens disposent de suffisamment d'eau potable. En automne, davantage de fonds seront fournis aux villageois afin qu'ils se mettent à faire pousser d'autres types de cultures. La première rencontre entre les négociateurs israéliens et palestiniens s'est conclue à Washington depuis l'échec des pourparlers il y a 3 ans. Les deux parties se sont donné 9 mois pour parvenir à un accord en vue de mettre un terme à leur conflit. La négociatrice en chef de la paix pour Israël, Tzipi Livni, s'est adressée à son partenaire de négociation, le Dr Saeb Erekat, directement lors d'une conférence de presse organisée mardi à Washington, lui demandant de compléter leur mission de paix conjointe. Nous avons de l'espoir, mais nous ne sommes pas naïfs. Nous ne pouvons pas l'être dans la région. Durant le week-end, Israël s'est engagé à relâcher plus de 100 prisonniers palestiniens. Les responsables de l'administration Obama ont déclaré qu'Israël s'est également engagé à améliorer les conditions dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, tout en menant une campagne pour les investissements commerciaux privés dans les territoires et y créer une économie durable. Mais nul ne sait quelles sont les mesures prises par les Palestiniens pour faire avancer ce processus. À l'automne dernier, les Palestiniens ont obtenu la reconnaissance auprès des Nations Unies, malgré les objections américaines. Cependant, un haut responsable de la Maison-Blanche a indiqué que tant que les pourparlers directs avanceront, le risque d'affrontements similaires à l'ONU ou ailleurs comme devant la Cour pénale internationale a peu de chances de se produire. Au cours des 2 prochaines semaines, les deux parties poursuivront les négociations dans la région et elles se sont mises d'accord pour que tous les points soient évoqués lors des négociations. Les Palestiniens ont indiqué mardi qu'ils désiraient que tout soit résolu dans un seul accord. Je suis ravi que toutes les questions liées au statut final soient sur la table et sont résolues sans exception. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré qu'il serait l'unique porte-parole pour leurs efforts, déclarant que les négociateurs se sont engagés à maintenir les discussions confidentielles. Nul ne doit considérer aucun rapport, article ou autre, voire même des rumeurs, comme fiables, à moins que cela vienne directement de moi, et je garantis qu'ils ne le feront pas. La chef de la politique étrangère européenne, Catherine Ashton, a tenu une conférence de presse au Caire. Selon la diplomate en chef de l'Union européenne, le président égyptien déchu va bien. Ils auraient eu une discussion ouverte et très franche à propos de la crise politique dans le pays. Elle a aussi déclaré que sa visite en Égypte n'avait pas pour but de dicter des termes au parti, mais d'aider à trouver une solution à la crise politique en cours. C'est la première personne en dehors d'Égypte à rencontrer Morsi. La rencontre entre Ashton et Morsi, qui a duré 2 heures, est le premier contact du dirigeant déchu avec le monde extérieur depuis le 3 juillet. S'adressant aux journalistes mardi, Ashton a déclaré que Morsi était en sécurité et avait accès aux informations. Nous avons parlé pendant 2 heures en profondeur. Il a accès à l'information à la télévision, aux journaux, donc nous avons pu parler de la situation et nous avons pu parler du besoin d'aller de l'avant. Outre Morsi, Ashton a aussi participé à des réunions avec l'équipe dirigeante par intérim
y compris le général en chef Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que les représentants des frères musulmans. Elle a exhorté tous les partis à en finir avec la violence et demandé aux frères musulmans de continuer à faire partie du processus politique de la nation. Je pense que tous les gens avec qui j'ai parlé sont au courant que ce grand pays doit aller de l'avant et doit le faire de manière inclusive. Et j'ai demandé à tout le monde de penser avec soin à la manière de les inclure dans le processus. Ashton en est à sa deuxième visite en Égypte ce mois-ci pour chercher une porte de sortie à la crise. Et ce voyage ne serait pas son dernier. Lors de la conférence de presse, elle a déclaré que l'Union européenne aimerait aider l'Égypte à continuer le processus politique, y compris la tenue d'élections et la formation d'une constitution. Le soldat américain Bradley Manning a été reconnu non coupable de collision avec l'ennemi, ce qui représentait la charge la plus sévère qui pesait contre celui qui est accusé d'avoir livré des milliers de documents classés confidentiels à Wikileaks. Il a cependant été reconnu coupable d'espionnage, de vol, entre autres charges. Le verdict a été annoncé mardi, plus de 3 ans après la divulgation des secrets à l'organisation Wikileaks. Manning a été reconnu coupable de 19 des 21 accusations qui pesaient contre lui, alors qu'il avait précédemment plaidé coupable pour des accusations impliquant un câble diplomatique islandais. Il risque jusqu'à 136 ans de prison. L'audience qui déterminera sa condamnation débutera mercredi. Le procès de Bradley Manning sort de l'ordinaire car il a reconnu avoir livré à Wikileaks plus de 700 000 rapports concernant les activités de l'armée américaine sur les champs de bataille, des câbles diplomatiques, puis la vidéo d'une bavure de l'armée américaine en 2007 lorsqu'un hélicoptère avait tué des civils en Irak, dont un photographe de Hodder et son chauffeur, en les prenant pour des assaillants. Sur la vidéo, on peut entendre le rire des pilotes insultant les victimes. Manning a déclaré qu'il avait livré le matériel pour mettre en lumière l'appétit sanguinaire de l'armée américaine et son mépris pour la vie humaine, ainsi que ce qu'il considérait comme les mensonges de la diplomatie américaine. Il a ajouté qu'il avait choisi ces informations en pensant qu'ils n'affecteraient pas les États-Unis et qu'il avait intention de lancer un débat sur l'armée et la politique étrangère américaine. Il n'a pas témoigné lors de son procès. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a critiqué la condamnation du soldat américain Bradley Manning. S'exprimant depuis l'ambassade d'Équateur à Londres, il a déclaré que le verdict s'appartenait à un dangereux extrémisme à l'égard de la sécurité nationale. C'est la première condamnation d'espionnage contre un dénonciateur aux États-Unis. C'est un précédent dangereux et un exemple de l'extrémisme de la sécurité nationale. C'est un jugement à courte vue qui ne peut être toléré et il doit être infirmé. Il est important que ce précédent de charger des sources journalistiques pour espionnage ne demeure pas en l'état. C'est un précédent sérieux, c'est un abus sérieux et cela signifie la fin du journalisme lié à la sécurité nationale aux États-Unis si cela doit rester ainsi. Selon les données tirées des 2 boîtes noires du train accidenté en Espagne, le chauffeur du train était en train de parler au téléphone lorsque son train a déraillé la semaine dernière. Selon une déclaration du tribunal de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, le train roulait à une vitesse de 192 km/h juste avant son déraillement et que le chauffeur avait activé le frein quelques secondes avant l'accident. La limite de vitesse sur cette section de rail est normalement de 80 km/h. La déclaration a aussi révélé que le chauffeur du train, Francisco José Carzón Amo, parlait à un officiel de la compagnie nationale de chemin de fer, RANF, lorsque l'accident a eu lieu. Carzón a été provisoirement inculpé dimanche de plusieurs accusations d'homicide par négligence. Un autre accident de train en Suisse. Selon la police, une erreur humaine serait probablement à l'origine de la collision de train mortelle de lundi. Le choc frontal a causé la mort de l'un des conducteurs et a fait au moins 35 blessés.
Toujours selon la police, le conducteur du train qui sortait de la gare, celui qui a perdu la vie, n'aurait pas respecté la signalisation. C'est que la thèse privilégiée par les enquêteurs est celle du non-respect de la signalisation lumineuse par le train en provenance de Payerne. C'était arrêté en gare de Grange-Prémarny. Il s'agit de l'hypothèse privilégiée. Le corps du conducteur a été retrouvé dans la cabine écrasée du train. Les 46 personnes qui voyageaient dans les deux trains ont toutes été retrouvées et les plus sérieusement blessés ont été emmenés à l'hôpital par hélicoptère ou par ambulance. Les autres ont été traités sur place. Le bureau suisse d'enquête accident étudie toujours ce qui s'est passé. Selon un média local, le trafic ferroviaire a été suspendu entre Moudon et Payerne et un service de navette a été mis en place. Depuis l'effondrement de l'économie irlandaise en 2008, de nombreux habitants du pays ont été confrontés à des problèmes de dette. Avec un fardeau de 64 milliards d'euros, la subvention du FMI continue de peser sur les contribuables irlandais et régler les factures des foyers est devenu des plus difficiles. Cela fait presque 5 années que le krach économique a touché l'Irlande de plein fouet. De dures mesures gouvernementales d'austérité en vue de gérer la dette nationale ont rendu cette dette des plus ingérables pour de nombreux Irlandais. Certains ne peuvent même plus payer leurs factures. Le nombre de personnes venant vers nous et qui ont traditionnellement une hypothèque est assez faible. Aujourd'hui, il est de 47 ou 48%. Donc, vous pouvez même voir des gens qui n'ont pas de problème avec leur hypothèque et qui sont en difficulté car ne pourront pas payer les factures de gaz ou d'électricité. Beaucoup luttent face aux mesures d'austérité continues exigées par le FMI. Vincent Martin assiste légalement des milliers de débiteurs irlandais et déclare que mettre en place davantage de mesures gouvernementales de réduction des dépenses est inquiétant. Nous recevons des statistiques chaque trimestre. L'Irlande se rapproche du million de citoyens empêtrés dans le problème de la dette des foyers. Si vous prenez la taille moyenne d'une famille avec les enfants, 1 million de nos citoyens sont prisonniers de la dette sans une chance de reprise. Mais ce que les statistiques ne montrent pas, c'est le coût humain. Cela a un effet bouleversant dans les familles. Et pourquoi? L'Irlande a adopté en 2012 une nouvelle loi sur l'insolvabilité, créant l'ISI, ou Service d'insolvabilité d'Irlande, en vue d'aider les gens à éliminer la dette. L'ISI déclare qu'il commencera à recevoir les demandes à compter d'août. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur notre antenne. À bientôt.